Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Qu'est-ce que j'apprends dans le journal? Qu'est-ce que j'entends à la télé? Qu'est-ce que j'écoute à la radio? Des journalistes experts de la chose économique, des économistes transformés en chroniqueurs médiatiques, se posaient la question à longueur de colonne du devenir de nos entreprises en Russie, nos magasins en Russie. Faut-il, oui ou non, que nos fleurons nationaux, devenus champions maintenant internationaux, quittent le pays de Poutine? Faut-il que nos magasins, nos entreprises si méritantes à l'étranger se taillent de Moscou et de sa région sous peine de se faire boycotter ailleurs, avec en question subsidiaire celle de la complicité de nos entreprises avec le pouvoir poutinien si elles restaient là-bas. Et voilà comment nos entreprises, Total, Renault, nos magasins, Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, liste non exhaustive, se retrouvent sur la sellette depuis 15 jours, sommés au nom de la patrie et de se positionner sur ce conflit unilatéralement provoqué par un tsar de pacotille, mais néanmoins très dangereux. Alors, d'accord, pas d'accord, décence contre indécence, loi du profit contre action humanitaire. Alors, qu'est-ce qu'elles font, nos entreprises? Elles font quoi dans tout ça? Eh bien, ce qu'elles font depuis toujours, rechercher le profit, préserver les parts de marché ou s'en aller, mais sans rompre les fils. Il faut bien assurer l'avenir, préserver le long terme et rassurer l'actionnaire. Parce que oui, et contrairement au discours véhiculé depuis le début de cette guerre par ce petit mot intermédiaire, cet adjectif possessif minuscule, le « no », ce qui est décrit, c'est que nos usines Renault, nos entreprises au Total, nos magasins Auchan, Carrefour, Leroy Merlin, finalement ne nous appartiennent pas. Même si, petite digression, la plupart d'entre elles sont largement soutenues par nos impôts, que ce soit par le biais du quoi qu'il en coûte jupitérien, par le CICE de François Hollande et autres diminutions des charges patronales sarkoziennes ou chiraciennes, pour ne parler que des présidents français du XXIe siècle. Ces entreprises, donc, elles appartiennent à des groupes privés. Ces fleurons du génie industrieux hexagonal appartiennent à des grandes dynasties bourgeoises, à des fonds d'investissement et n'ont rien à faire de je ne sais quelle morale. Seules en ce moment, leurs calculatrices ont droit de citer dans ce contexte et elles doivent chauffer sévère en ce moment. Et comment en serait-il d'ailleurs autrement? C'est ce qu'on appelle la loi du marché. Alors qu'elles se débrouillent, ces entreprises, et si nous on n'est pas contents, il nous restera le boycott. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mousse, saison 33, réalisé par Paul Benaïm. Ce soir on parle de musique d'Amérique latine, de tradition afro-colombienne, de cumbias, de poros, avec Olga Pavia, Vincent Palotis et Jonas Chirouz du groupe toulousain Super Panela, et qui seront la semaine prochaine au Taquin. Enfin, dans 15 jours, ils seront au Taquin. Ça se passera le 15 et le 16 avril prochain. Dans un instant, Gaël Cérez du média en ligne Médiacité évoquera au téléphone une affaire de gros sous qui agite actuellement l'association des Portugais de Toulouse. Et en fin d'émission, nous retrouverons notre bon professeur Thibaut pour une nouvelle chronique de cinéphilie décalée, foutraque et néanmoins essentielle.
Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. C'est à Bath, dans le sud-ouest de l'Angleterre, que s'est construite la musique de Reuben Miles Tiggy. Cette région qui a vu l'éclosion de Tears for Fears, mais également de Portishead, de Massive Attack, ou alors des Corgis de Blue Aeroplane et autres Gary Cale. C'est vous dire si la région est plutôt musicale. Et c'est sur ce terreau qu'il commence à faire de la musique il y a une petite vingtaine d'années. Son groupe précédent, Portewing, le voyait produire une pop plutôt froide entre cold wave assumé et post-rock. Et avec son premier album solo, Reuben Miles Tiggy pratique une pop plutôt solaire, plus prime sautière, composition éclatante et sautillante, jouée avec l'aide d'un collectif plus qu'un groupe, qui renvoie les 8 chansons de ce court album à l'époque des groupes à guitare, sèche électrique et slide, et aux ambiances délicieusement psychédéliques. Reuben's Daughter, le nom du groupe. On écoute tout de suite The Well, extrait donc de Mami Wato, son premier album qui sort aujourd'hui. Reuben's Daughters, c'est caramel mou et c'est tant mieux. Yeah, they had the rest. Too old to run around, but too young to settle down. So I chose the middle ground. Oh, can I say I love you today? Can I say there's nothing getting in my way? It's gonna bring me down after all that I've found at the bottom of the well. I am nothing more than you see, just a soul trying to be, throw away the misery. Yeah, that was me, I was the fool, very greatest of them all. Took a tumble, did I fall? Oh, can I say I love you today? Can I say there's nothing getting in my way? Nothing's gonna bring me down after all that I found at the bottom of the well. I just gotta say it out. I'm too tired to shout. No, nothing's gonna bring me down after all that I found at the bottom of the well. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Oui, vous êtes toujours à l'écoute de Campus FM 94 MHz, c'est Caramel Mou et Joe Kangourou au micro. Et de l'autre côté du poste, au téléphone, Gaël Cérez, le rédacteur en chef de l'édition toulousaine du média en ligne Médiacité. Bonsoir Gaël. Bonsoir, Joe Kangourou. Alors, qu'est-ce qu'on me dit que vous avez écrit votre chronique en écoutant du fado cet après-midi? Et oui, il me fallait au moins la reine du fado, Amalia Rodriguez, pour me mettre dans l'ambiance de la triste histoire que je vais vous raconter. Ah, allez-y. Histoire portugaise qui commence le 4 octobre 1965 à Toulouse. Cette année-là, les Portugais de la Ville Rose ont ouvert un club culturel, sportif et solidaire. 2 décennies plus tard, tout de même, ils achètent un immeuble dans la rue de la Garonnette. De nombreux Portugais toulousains mettent d'ailleurs la main à la poche pour assembler les 380 000 francs nécessaires. Ça fait 58 000 € aujourd'hui.
Et grâce aux bars, aux restaurants et aux fêtes homériques qui y sont organisées, le QG tourne à plein régime pendant plus de 10 ans. Bon, malheureusement, au tournant des années 2000, la population du club vieillit peut-être, la dynamique s'essouffle, moins de membres, moins de fêtes, moins de revenus et plus de dettes qui s'accumulent. C'est dans ce contexte en fait qu'apparaît le principal acteur de notre histoire. Il s'appelle Victor Lima. Il est avocat sur la place toulousaine, il est connu, et il a été élu président en juin 2014. L'année suivante, sans perdre trop de temps, il décide en catimini de vendre l'immeuble historique pour 450 000 euros. 10 fois plus cher, mais entre-temps, l'inflation, la hausse des prix du mètre carré, ça fait des bonnes affaires. Largement, en tout cas, plus qu'il n'en faut pour éponger les dettes de l'association. Dans la communauté portugaise, la décision provoque la stupeur. Certains demandent des informations sur pourquoi cette vente, comment cette vente, à quoi va servir l'argent. Aucune réponse. Bon, l'affaire se tasse. 2 ans plus tard, Victor Lima récidive et investit l'argent qui restait des comptes dans l'achat d'un immeuble de 4 appartements à Queluz. C'est une ville privée dans la banlieue de Lisbonne. Là encore, la décision est prise en toute discrétion. On n'a pas retrouvé de compte rendu d'AG ou de liste des adhérents qui auraient validé cette décision. Et pour le coup, acheter un immeuble au Portugal pour une association des Portugais à Toulouse, c'est un peu ballot lorsqu'on veut se rencontrer. Oui, c'est vrai qu'en plus, plusieurs d'entre eux que mon collègue Eric Dorel a rencontrés, ils ont fait la remarque que quand eux ils allaient au Portugal, c'était pour voir de la famille, donc ils n'avaient pas besoin d'un pied-à-terre luxueux à Queluz. Donc c'était une décision un peu étonnante de se défaire d'un lieu de réunion à Toulouse et d'en acheter un nouveau à Lisbonne. Et alors effectivement, du coup, cette opération est pas du tout bien passée parmi les anciens membres. Aucun n'a accepté d'être cité dans l'article qu'on a publié sur Médiacité. L'un d'eux nous a expliqué pourquoi. Il nous a dit on est en colère, mais on a surtout honte, car l'impression qui domine aujourd'hui, c'est de s'être fait dépouiller de notre quartier général par un membre de notre propre communauté qui a gardé l'argent de la vente. Pour investir dans l'immobilier. Donc, est-ce qu'on sait ce qu'est devenu et à quoi sert cet immeuble qui a été acheté dans la banlieue de Lisbonne ? Non, justement, c'est tout l'enjeu. Victor Lima a refusé de répondre à nos questions. Dans un article au Luso Journal, en langue portugaise, il expliquait que c'était une opportunité immobilière à saisir et que avec en revendant plus tard ses biens, on pourrait racheter un nouveau local sur Toulouse. On est en 2022, il y a toujours rien qui a été fait. Entre-temps, en 2017, il y a eu un signalement qui a été fait au procureur de la République de Toulouse par des anciens membres de l'association qui trouvaient vraiment ça bizarre. Une information judiciaire a été ouverte en novembre 2018 et l'instruction a suivi son cours pendant 4 ans jusqu'au 10 février dernier. Tout récemment, les bureaux de Victor Lima ont été perquisitionnés par la police et le lendemain, l'avocat a été mis en examen pour abus de confiance, blanchiment d'argent et faux et usage de faux. Il a même été placé sous contrôle judiciaire. La suite, c'est quoi ? C'est un procès qui va bientôt avoir lieu ? Logiquement, à ce stade, il devrait y avoir effectivement un procès, à moins que l'instruction là et la mise en examen aboutissent à un traitement de l'affaire sans suite. Mais a priori, quand on en arrive à ce niveau-là, c'est en général suivi d'un procès. On peut forcément pas l'assurer à 100%. Donc on va se tenir aux aguets pour vérifier tout ça, voir comment ça suit. En tout cas, en attendant, les vieux portugais toulousains qui passent devant leur ancien QG ont sans doute beaucoup de mélancolie, puisqu'il est aujourd'hui occupé par une société d'assurance, donc on n'entend plus trop de musique,
cette matière-là a composé un triste fado de la Garonnette de Toulouse. Voilà, il ne leur restera plus qu'à aller se munir d'assurance vie chez les nouveaux locataires de l'endroit ou propriétaires de l'endroit. Ce qui est quand même étonnant avec cette histoire, c'est que c'est qu'une association répond à un certain nombre de règles et de contraintes et que notamment il devrait y avoir le compte rendu de toutes les décisions prises par le CA, et même si c'est des CA réduits, il doit être en mesure de donner le résultat des votes qui ont été soumis à... Il y a un certain nombre d'irrégularités, effectivement. Ah. Eh bien, très bien. Eh bien, vous nous direz la suite un peu plus tard lorsque vous en aurez des échos. Merci beaucoup, Gaël, et à très vite. Merci à vous. Bonne émission. Au revoir.
Arroz con Coco, Super Panela, groupe toulousain de musique colombienne, allez on va dire de cumbia, et on parlera de cette musique plutôt impérialiste dans un petit moment, avec 3 musiciens de ce groupe toulousain sur la scène depuis 6-7 ans, Super Panela. À côté de moi, Olga Pavia, juste en face, Jonas Chirouz, le batteur, et Vincent Palotis, le trompettiste de cette formation, qui est un octet, 8 musiciens sur scène. Donc on vous voit le 15 et le 16 avril prochain au Taquin. D'abord parlons de cette musique, la cumbia, qu'on entend un peu partout depuis quelques années. Je disais en début d'interview, une musique un peu impérialiste, tant elle a pu coloniser les musiques que l'on entend en Amérique latine en ce moment. Qui c'est qui veut répondre à ça et peut-être faire un point sur cette musique-là et nous expliquer déjà d'où elle vient, la cumbia? Ouais, peut-être déjà expliquer d'où elle vient. Le côté impérialiste, honnêtement, j'en sais rien. Mais c'est une musique qui est née en Colombie. Je ne m'avancerai pas à dire quand. Mais en tout cas, il y a longtemps, parce que c'est un mélange des traditions africaines, des esclaves sur place, et amérindiennes aussi, qui ont tous été réduits en esclavage en Colombie. Donc c'est né de la fusion de ces cultures-là. Du côté du Rio Magdalena, si je dis pas de bêtises, donc près de la côte caribéenne de la Colombie. Et donc, la côte est. La côte nord-est, ouais, par là-bas. Et en fait, elle est pas forcément sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'elle s'est beaucoup métissée, elle a beaucoup voyagé. Donc c'est une musique à base de chant et de tambour à la base, plus swingée que ce qu'on peut entendre aujourd'hui, le très droit. Mais comme elle a beaucoup voyagé, qu'elle s'est mélangée aux musiques des orchestres de l'âge d'or de la musique tropicale, au jazz, à la musique, aux musiques amplifiées actuelles, elle a pris plein de formes, que ce soit en Argentine, au Mexique. Maintenant, elle est reprise dans le monde entier. Les Japonais s'y sont mis il y a déjà un moment, les Français, tout le monde y apporte sa petite touche en fait. Et même Stromae a fait un gimmick sur un de ses derniers titres. Sûrement, que j'ai pas entendu. Donc, son hymne aux deuxième ligne du Covid, je sais plus comment il s'appelle ce morceau, mais ouais, le sous-bassement du morceau, c'est un riff de cumbia. Et c'est vrai que quand je disais impérialiste, c'est aussi à ça qu'on mesure le côté un peu universel de cette musique-là, c'est que elle devient un peu tentaculaire au point que un visiteur qui était allé en Amérique du Sud il n'y a pas très longtemps disait que quel que soit le pays où on se promenait en Amérique du Sud, c'était une musique qui était omniprésente sur les ondes, quel que soit le pays, quelle que soit la tradition musicale du coin, c'était une musique qu'on entendait partout. Ouais, il y a quand même le reggaeton en grand concurrent. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un essai de mélange, non, entre le reggaeton et la cumbia. S'il y a un mélange qui se tente entre ces deux sortes de musique. Oh, très certainement. Ah ouais, de toute façon, il y a une tendance à tout mélanger sur ce continent. Dès qu'il y a un truc bon à prendre, on le prend et on le met à sa sauce. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait du reggaeton cumbiaton. Ouais, il y a bien de la cumbia qui est mélangée à l'électro. Olga, est-ce que vous pouvez nous parler de ce groupe, donc Super Panela, qui est sur la scène toulousaine depuis 6-7 ans? Il s'est monté comment, et comment on trouve 8 musiciens à Toulouse pour faire ce style de musique? C'est la suite. En fait, on était allé en Colombie dans le cadre d'un voyage musical, un projet avec Fanfare Sans Frontières, parce qu'on faisait partie, Jonas et moi, d'un peu du milieu de fanfare. Et on a fini par la Colombie. Et là-bas, on a vraiment écouté la vraie cumbia, en tout cas pas celle qui a été exportée, sinon celle de là-bas, la traditionnelle. Et on a écouté aussi d'autres styles de musique, parce que c'est pas que la cumbia. Et moi, j'étais captivée un peu par les sons de la clarinette. Moi, j'étais clarinettiste et du coup, j'étais un peu friande un peu de nouveaux sons, de chercher de nouveaux sons. Et on s'était dit, quand on est rentré de voyage, qu'on voyait bien l'idée de monter une brass band en mode plus moderne, en fusionnant un peu toutes nos influences avec ce qu'on a appris là-bas. Et voilà, c'est né comme ça. Après, on a contacté quelques copains et les autres, on les a contactés aussi
pour monter un groupe, quoi. Et ici, autour de cette table, Vincent Palotis, qui, il y a quelques années, jouait dans un autre groupe qui faisait dans la musique de l'Amérique du Sud, El Gato Negro. Vous étiez un des musiciens de cette formation, dont c'est tout naturellement que vous avez rejoint Super Panela. Oui. Bah après, c'était... il y avait une opportunité aussi, forcément. Ça court pas les rues, les groupes de musique latine à Toulouse, mais... Oui, ça m'a bien plu. Alors, juste pour rectification, là, je fais du trombone, du coup. Ouais. Pour la peine, dans Super Panela. Vous faisiez de la trompette Je faisais de la trompette dans Gato Negro, ce qui est mon instrument principal. Et là, je me suis mis au trombone et il cherchait un tromboniste, voilà. Notre ami trompettiste, il s'appelle Camille Florio, qu'on salue. Donc un octet, sur cette musique-là, vous parliez de tradition de grands orchestres tout à l'heure. C'est des formations qui fonctionnent comme ça, à 8-10 musiciens, ou ça peut être des formations encore plus importantes en Colombie? Non, c'est des grands orchestres inspirés des big bands américains, en fait, donc des orchestres... des années 50 voilà, entre une quinzaine et une vingtaine de musiciens. Oui, là-bas, il n'y avait pas de formation comme ça, c'est nous qui avons voulu vraiment... Les arrangements ressemblent vraiment aux arrangements américains, c'est juste que on va dire que les mélodies sont plus andines, espagnoles ou africaines. Ou africaines. Vous disiez que vous étiez allé en Colombie et que c'est là que vous avez découvert cette musique. Elle a quelle place, la cumbia en Colombie? La tradition veut que ce soit une musique, dont vous le disiez tout à l'heure, d'esclaves, qu'ils soient africains ou qu'ils soient indigènes, chacun amenant sa culture et ses instruments propres, mais et au début c'était plus des chants de cérémonie. Elle a quelle place maintenant, la cumbia en Colombie? C'est une musique qu'on entend tous les jours, c'est une musique de fête. J'ai pu lire quelque part que c'était aussi une musique de carnaval. C'est vraiment une musique de fête ou une musique de tous les jours? Le truc, c'est que, on va dire, là, on peut peut-être arrêter juste de parler de cumbia, on peut parler de musique traditionnelle en général, parce que la cumbia, ça reste un des styles de là-bas, mais qui se mêle à plein d'autres styles. Et donc, dans les carnavals, alors, je sais plus exactement le nom de ce qui se joue, mais c'est pas forcément des cumbias. Mais du coup, nous, de ce qu'on en a vu, le truc, c'est qu'on était pendant 2 mois à Carthagène des Indes, qui reste à la fois un petit Carcassonne au bord de la mer, entouré de bidonvilles ou de quartiers beaucoup plus défavorisés. Donc nous, on en a vu une version faite dans la rue pour faire la manche, on va dire. On ne pourra pas trop parler de celle qui se passe dans les villages autour. On sait qu'il y a une culture très forte à Palenque ou dans des endroits comme ça de lutte historique, et où cette musique-là s'est beaucoup développée. Quand on a pu aller à Medellín ou à Bogota, on a croisé des groupes de rue ou qui jouent dans quelques bars. Mais on serait bien embêté de dire exactement quelle place elle a chez les gens. Je pense que les gens la connaissent. La Colombie, c'est un pays un petit peu compliqué au niveau de l'identité. Parce que quand même très longtemps, les Andins, les Noirs et les Blancs se sont pas forcément trop croisés, et ils se sont redéfinis en tant que pays tri-identitaire il y a quelques années. Et du coup, la place que ça prend chez chacun, je pense qu'il y a des Colombiens qui n'en écoutent pas, comme des Colombiens qui connaissent tout ça par cœur. On se risquerait pas Nous, on a vu ça un peu en tant que touriste longue durée, quoi. Voilà. La tradition veut que cette musique-là ait été inventée à partir du 17-18e et se révélant au début du 20e siècle, mais que ce soit d'abord une musique de révolte dans des villages qui s'étaient montés et qui avaient été montés par des esclaves qui s'étaient échappés, et dans des coins un peu inaccessibles, des places fortes avaient été montées, et que cette musique est née là, et donc apparemment une musique de lutte. Je voulais simplement savoir si c'était encore le cas maintenant, mais apparemment pas forcément. En tout cas, moi, c'est pas moi qui m'avancerai là-dessus, certainement. Mais... Par contre, donc, Toulousain arrivant en Colombie, découvrant cette musique, c'est quoi qui est intéressant dans cette musique pour en ramener certains éléments et essayer de la reproduire à Toulouse? Nous, justement, ce qu'expliquait Olga tout à l'heure, c'est que notre premier réflexe, c'était trouver on voulait monter un groupe où la clarinette ait une place importante, qui soit festif. On arrivait de Colombie, on s'est dit c'est plutôt logique, on va partir là-dedans, et c'est de là qu'on s'est renseigné, à partir de tout ce qu'on avait vu sur place, qu'on s'est renseigné sur cette musique.
Et ce qui est intéressant à ramener ici, Toulouse, c'est quand même une place forte de la musique latine en France, on peut dire. Il y a un public, il y a des musiciens amateurs de cette musique-là aussi. Ça permettait d'avoir un groupe qui puisse aller en rue, alors qu'avec de la salsa, ça peut être plus compliqué, avec la place d'un piano ou de congas qu'on peut moins bien transporter. Le fait qu'on touche pas qu'à de la cumbia aussi, c'est qu'on s'est fixé comme credo la musique colombienne, mais ça englobe plein de styles différents, donc on pouvait aller piocher dans une assez large diversité sans sortir de notre thème, en fait. Donc ça fait des années qu'on y est, on n'a pas encore fait le tour. Et voilà, et après, comme toute musique, c'est passionnant à découvrir. Ça a permis d'écouter quelques heures de musique improbable du siècle dernier, ou des trucs modernes, parce qu'on est aussi très vite parti sur des groupes actuels qui, eux, leur musique est présente parce que c'est leur racine, les musiques traditionnelles, mais par contre, c'est de la musique complètement actuelle, latine, on va dire, en général, et dès le début, on est parti sur les deux aspects, sur les deux tableaux. Ouais. Des noms de ces jeunes groupes qui portent cette tradition et qui peut-être la modernisent. Alors, ceux qui portent la tradition, c'est pas forcément des jeunes groupes, mais il y a Los Gaiteros de San Jacinto, par exemple. Et après, dans les trucs de musique plus actuels que nous, on a déjà repris, on a un groupe comme Puerto Candelaria, qui aujourd'hui, on va dire, est peut-être un peu plus variété, mais dans les premiers albums, qui mêlent jazz, musique latine, un peu de trad. On a écouté des trucs comme Sistema Solar, comme Herencia de Timbiqui, Grupo Baya, des trucs aussi de la côte pacifique. Enfin, il y a une grande variété de groupes qui soit partent de la musique traditionnelle et la modernisent, on va dire, avec des instruments plus modernes, soit qui ont une musique déjà moderne, qui intègre ces éléments. On les ressent de manière un petit peu plus subtile, mais en tout cas, c'est très riche. Il y a une énorme scène électro en Colombie. Il y a des non-colombiens, comme un DJ qui s'appelle Quantique, qui produit énormément de choses là-bas. Donc on s'est inspiré un peu de tout ça pour voir ce qu'on pouvait se permettre de faire ici. Un autre groupe toulousain qui fait aussi et qui s'essaie à reprendre des rythmes de cumbia, Reco Reco, en les mélangeant largement avec de l'électronique, est parti là pour 3 semaines en Colombie, se frotter un peu à des musiciens là-bas. C'est quelque chose que vous allez retenter après ce premier voyage d'il y a 6-7 ans? On essayait déjà de revenir en 2017, c'est ça, avec un projet, on voulait monter un projet avec un percussionniste qu'on avait rencontré là-bas, mais finalement ça s'est pas fait, pas au niveau de disponibilité et tout ça, donc c'était compliqué, mais on espérait aller peut-être bientôt. Ouais. Et vous avez des rapports avec des musiciens de là-bas par internet, par ces moyens-là? Vous avez des rapports avec la scène locale ou pas du tout? Alors en ce moment on peut, mais on avait beaucoup discuté avec ce percussionniste de la Percumotora, c'était ça, son groupe, et après non, on est quand même plus en lien avec des Colombiens toulousains qu'avec des gens de là-bas, puisque pour l'instant, l'air de rien, déplacer 8 personnes jusqu'à là-bas, c'est un peu complexe. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore prospecté dans tout le pays, mais on avait eu quelques touches quand même de gens intéressés pour partager une scène avec nous. Donc justement, parlons-en de cette scène toulousaine de cumbia. À un moment donné, on en entendait un peu partout à Toulouse. Comment elle est cette scène? Elle est vivante? Elle est toujours aussi explosive? Comme toutes les scènes, ça fait 2 ans que ça explose un peu moins. Il paraît, on a remarqué que donc c'est vrai que il y avait moins de musiciens ces derniers temps. Mais bon, ceci dit, là ce soir il y a des copains à nous, les Guayabo Brothers, qui jouent au Taquin. Et en fait, on ne peut pas vraiment parler de scène cumbia, on va dire parce plutôt que de c'est pas scène la cumbia, c'est de musique afro-colombienne ou latine. Et oui, c'est encore riche. Seulement là, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on croise un peu moins de monde, donc c'est plus difficile de le signifier ou de s'en rendre vraiment compte. Mais je pense que oui, elle le sera pendant longtemps. Il y a énormément de
de gens d'Amérique latine à Toulouse qui sont amateurs de musique. Il y a énormément de musiciens, donc tant qu'il y aura ces deux éléments-là, je pense que ça s'entrecroisera et il y aura des nouvelles idées. Donc, ce qui est intéressant dans la façon dont vous avez de composer et de composer vos morceaux, c'est les apports que vous faites venir d'ailleurs, et notamment le jazz, avec un morceau qu'on écoutera en fin d'interview qui s'appelle Descarga Cumbia, je crois. La Descarga étant la version cubaine ou Amérique latine de la jam session américaine. C'est vrai que cette façon d'apporter cette touche-là, c'est aussi quelque chose qui existe déjà dans la cumbia qu'on peut écouter en Colombie ou pas du tout. Cet apport du jazz, c'est peu fait finalement. Oh, ça... si, il y en a eu, de toute façon, dès le début, justement par tous les orchestres. Il y a énormément de jazzmen en Colombie, donc il y a du jazz colombien qui intègre les rythmes de cumbia et les musiques populaires. Et donc ça se fait forcément à l'inverse. Seulement, on va dire peut-être qu'en comparaison à la salsa, ça s'est mélangé aussi énormément avec le rock, avec la musique un peu psychédélique, avec l'électro. Il y a eu des mélanges qui se sont faits vraiment vers tous les styles, quoi. Mais oui, on n'a absolument rien inventé. Hein. Et cet apport, enfin, ces sonorités jazz viennent aussi de l'instrumentation, plus de l'instrumentation qu'autre chose. Beaucoup de cuivre dans Super Panela. Oui, et puis peut-être de mon expérience d'arrangeur. Où j'ai pas forcément une grande culture de la musique latine en tant qu'arrangeur, donc on se démerde un peu avec ce qu'on sait faire. Et j'ai pas la présentation d'en avoir une très grande dans le jazz, mais j'en ai beaucoup plus écouté que de la musique latine au cours de ma vie. Et donc forcément, quand on se retrouve avec des mélodies, 4 cuivres à arranger et qu'on n'a pas tous les codes, machin, on fait comme ça, et c'est pas plus mal, parce que au moins ça peut sonner un peu peut-être différent de quelque chose de trop standardisé, quoi. L'intérêt aussi avec Super Panela, c'est que c'est un groupe autant sur scène qu'en déambulation, et vous avez et vous maintenez cette tradition du groupe qui marche et qui peut animer des fêtes un peu partout. Ça aussi, ça faisait partie des principes de base du groupe, faire du son et de la fanfare dans la rue. On voulait garder ce côté un peu fanfare, brassman de rue. Et là, de plus en plus, on se dirige de plus en plus vers la scène, avec le balafon, parce qu'on ne joue pas de tous les mêmes instruments, ni les mêmes répertoires non plus. Donc là, est-ce qu'on compose en ce moment, ou est-ce qu'on écrit en ce moment, ou est-ce qu'on travaille, c'est plus orienté vers la scène. Et la rue, on aime bien garder un peu de rue, pas ça faire plus de scène, mais moins de rue, mais garder un peu cette identité de la fanfare et de la musique traditionnelle des rues. Vous avez sorti il y a... Oui, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non. J'allais dire que de toute façon, avec les musiciens, avec les instruments qu'on a, on est un peu foutus. Hein. Ouais. On fera pas du rock ou de l'électro, quoi. Oui, c'est à des chances. Alors il faudra faire revenir d'autres musiciens. Voilà, ou se débarrasser d'autres. Mais... Oui, c'est vrai que dans ces cas-là, c'est comme dans toute société capitaliste. Soit il y a la compression de personnel, soit on fait venir du sang neuf. Vous choisissez ce que vous voulez. Ici, on a plutôt tendance à choisir la compression de personnel. Je me disais, vous avez fait sortir un premier album. Il y a combien Ponte a Bailar qu'il est sorti ? C'était en 2020. 2020. Il y a des choses qui se précisent pour un nouvel album, ou pour un groupe comme vous, un album ça n'a aucun intérêt si ce n'est qu'à un moment donné ça fige et ça fait une photo de ce que vous produisez à un moment T, et ça peut servir à la limite à aller chercher des concerts, où il y a vraiment un travail en studio que vous cherchez à mettre en place. On va dire qu'on est quand même plus sur de la photo à l'instant T dans notre manière de travailler, mais oui, ça fait depuis à peu près qu'on a sorti celui-là, qu'on réfléchit à en construire un nouveau. Le Covid est passé par là. Oui, je me disais, s'il est sorti en 2020, c'est encore une jolie période pour sortir 2020 en plein Covid, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis on est un groupe où il n'y a pas que des musiciens professionnels, donc on a un rythme de travail qui est peut-être un peu différent. On se voit en soirée pour répéter, où on bloque des week-ends. Donc en fait, tout est un peu plus espacé, un peu plus lent.
Donc le temps de composer et de choisir les morceaux. Et quand on aura assez, oui, on partira en studio pour le faire, bien sûr. Quand il arrivera, il arrivera. Le concert du Taken dans 15 jours, on va y écouter quoi? Et surtout, vous restez à 8, il y a des invités qui viennent vous rejoindre ou pas du tout? Ouais, on a des invités les 2 soirs. On a décidé de partir dans 2 sens différents. Donc le premier soir, on va plutôt axer sur les musiques traditionnelles afro-colombiennes. Donc on invite justement Arnulfo Carazo et Juan Pablo Zundinga. Je crois que je le prononce mal son nom, il m'excusera, des Guayabo Brothers. Et Pablo Cientes de Gato Negro, justement, que Vincent connaît bien, à venir faire des percussions et des gaitas. Donc ça c'est pour le vendredi soir, donc ça va partir tambour et chant. Et le lendemain on invite un copain à nous qui s'appelle William Lodina ou Tani Dual pour son nom de producteur et de DJ. Voilà, et qui viendra certainement faire un peu de sound design par-dessus par-dessus la fanfare, donc ça risque de partir dans un autre univers, quoi. Tani Dual qu'on a vu il y a à peu près 3 semaines au Taken lorsqu'il présentait son nouvel album. Bon, écoutez, on va peut-être entendre la Descarga Cumbia, histoire de voir un peu un autre aspect de votre musique, peut-être un peu plus jazz que le premier morceau qu'on a écouté, et on se retrouve juste après.
Voilà. Super Panella, groupe toulousain à voir dans 15 jours, les 15 et 16 avril au Taquin. 2 soirées. D'abord, pourquoi 2 soirées pour finir? C'est pas si courant que le Taquin organise comme ça des concerts avec un groupe 2 soirs de suite. D'habitude, on fait une soirée, puis là, on leur a demandé 2. Ils ont dit oui, donc on n'a pas dit non. Quoi. Ah ouais, il n'y a pas d'autre raison. Pas parce que la dernière fois, il y a 200 personnes qui sont restées dans la rue. Il y a quand même ça. Le Taquin, ça a l'avantage et l'inconvénient d'être assez vite rempli. Ah. Donc c'est vrai que les 2 dernières années, on y avait joué. On a refusé pas mal de monde. Donc là, on s'est dit, pourquoi pas en tenter 2 d'affilée. Et on espère que ça va marcher. Ça se tente. Voilà. On viendra vérifier sur place. Donc, Super Panella, le 15 et le 16 au Taquin. Et puis, si vous voulez écouter la musique sur toutes les plateformes, comme on dit maintenant, il y a cet album, Ponte à Bayard, Super Panella. C'est aussi un CD que l'on peut encore se procurer chez tous les bons droguistes. Merci d'être passé dans cette émission, nous parler de ces musiques-là. Et comme vous le dites, vous faites pas forcément de la cumbia, mais plutôt des musiques afro-colombiennes, tant ce petit territoire est riche de traditions musicales. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. Merci Joe. À bientôt. Merci. Salut. Amics, és el moment de la dansa. Tutti s'han mas se cal publicar. Venga disputar o manifestar. Coreografia per la polizia. Amb un caldier i un brico de malícia. E sa che là un pau estonant. Aquest pensament policial. De fa publicar el món d'aital. Un viatge tan apassionant. Burian demanda a John Petit. El beleu sap così se danza. Mi sembra che riena presa la cadenza. No giuro, non si si scandita. Ne danza, collega che sto qui avanza. Ne danza, es bello rene pranza. Ne danza, collega che sto qui avanza. Ne danza, ne danza, collega che sto qui avanza. Ne danza, es bello rene pranza. Ne danza, collega che sto qui avanza. Ne danza. Così m'agrada que mi sares un pau fort, que m'estires per los pelses e que cridi com un porc. Tu vesi posta la ment darrere un cul de casque. Veig de mercè a policia, hai pogut despugar la gravetat. Hai lo pè, hai l'amor, hai lo cap, hai la cosa, lo gemol en l'esquina que la tu. Este sangue, ma buco es la danza de la danza. Mira truco si me creo, sto diventando un matero.
Voilà, Courtial et Kogan, duo batterie, guitare, chanté en occitan. Ce duo sera demain soir en concert à l'espace Claude Dussert à La Beige, avec un plateau plutôt fourni. On y retrouvera Sabotage, Toucan, musique électro, XOR. Alors ça, XOR, ça fait des années qu'on ne les avait pas entendus. Rien que pour ça, ça vaut peut-être le coup d'aller faire un tour à La Beige, et Shep Chata donne tout ça demain soir à La Beige, à l'espace Claude Dussert. Puisqu'on commence à parler des concerts de demain, profitons-en pour parler de ceux d'aujourd'hui. Et ça commence avec une scène ouverte à l'itinéraire bis ce soir à partir de 20h. Ça continue au métronome à 20h30 avec du hip-hop. C'est Kemler qui sera sur scène. Soirée stand-up avec le Comedy Club du Bistrot 13 à partir de 21h. Electro-dub à Maison Blanche avec Nomad Frequencies à 21h. Pachanga et autres musiques psychotropicales au Taquin qui accueille ce soir donc vos amis de Los Guayabo Brothers à partir de 21h. Suite et fin ce week-end du festival Ciné Latino, festival de cinéma sud-américain certes, mais aussi avec beaucoup d'occasions d'écouter de la musique. Et donc avec en ce moment, ça a commencé à 18h30 dans la cour de la Cinémathèque Tempo Pimiento, et toujours ce soir à partir de 22h, une after ciné latino menée par DJ No Breakfast. Découverte chanson ce soir au Bijou avec Marion Rock, coup de cœur Charles Cros 2020, jeune musicienne qui aborde avec beaucoup d'émotion mais aussi de révolte et d'énergie la banalité quotidienne qu'elle vit et qu'elle voit. En trio, elle se produit, un trio contrebasse, beatbox et machine, rock progressif à la Cavaroc avec 3 groupes toulousains, Fenwick, également Turbo, Semelle et Zor Anne à partir de 20h30. Rock plutôt lourd aux connexions live à 20h avec les Lillois de Stenga. Musique à 4 avec le quatuor à cordes Alchimia à la Candela à 20h30. Répertoire de standards arrangés pour violon, alto et violoncelle. Ça continue encore avec ce soir à la Coff Poésie à partir de 21h un seul en scène avec Siba, un auteur et un comédien franco-marocain se posant la question de sa cohabitation biculturelle. On continue peut-être avec un concert que l'on peut voir dimanche. Ça sera le concert de fin de week-end à 16h30 avec une nouvelle session Freddy Taquine. Freddy Taquine, c'est le collectif Freddy Moraison qui s'invite au taquin comme tous les premiers dimanches du mois. Et avec ce dimanche, le retour d'Agafia, le duo de Laurent Paris aux percussions et Marc Mafiolo au sax basse et ténor, qui sera renforcé pour ce nouveau spectacle par la photographe Claire Hugonnet. Le nouveau spectacle s'appelant Taïga et c'est une espèce de conte musical et visuel. Et ce concert sera suivi du duo tout neuf de Mathieu Souriceau, basse électroacoustique que l'on connaît du Tigre des Platanes, mais aussi du duo qu'il avait monté avec Etenesh Wassier, la chanteuse éthiopienne. Et puis là, il a monté un nouveau duo avec Sam Carpiania, l'ancien chanteur de Dupin. Il jouait d'ailleurs dans ce groupe de la Vielle à Roue. Et là, il chantera et il jouera de la mandole électrique. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir ce week-end. Enfin, ce soir, à 21h30, à l'écluse Saint-Pierre, c'est la dernière de Volatis, le répertoire que Simon Chouf tourne depuis 4 ans. Il joue ce répertoire pour la dernière fois donc ce soir à l'écluse Saint-Pierre. Et dans ce répertoire, qui est aussi un album, on pouvait retrouver ce morceau qu'on écoute tout de suite. Au nom de qui, au nom de quoi, fascisterie, Roland de Croix. Car où qu'il se cache, Dieu n'existe pas. Pendu à qui, pendu à quoi? Pantapardi, planté, pends-toi. Si on nous attache, on veut pas rester là. Au-dessus de nos têtes, le ciel brille, rayonne sud. Le toit du monde, ça va péter. Tu l'entends l'orage,
ça va. Y a trop de guerres, de chars d'assaut, pour des frontières ces murs trop hauts. Mais s'en vaut-il la peine pour rire nos caniveaux? Les poings en l'air face à l'écho, quand sur la terre crient les corbeaux. Des chants remplis de haine, d'un idéal pas beau. Au-dessus de nos têtes, le ciel gris rayonne sur le toit du monde. Ça va péter, tu l'entends l'orage arriver. Ça va péter de partout, ça va péter d'un seul coup. Ça va, ça va. Politicon, pétrodollars, pipe au pognon. On cessera d'y croire, on fera trembler vos pions. Devoir, mémoire, révolution. Pouvoir, pétard, feu, explosion. L'amnésie de l'histoire, du monde qui tourne en rond. Ça va péter, tu l'entends l'orage arriver. Ça va péter de partout, ça va péter d'un seul coup. Ça va, ça va. Ça va péter, tu l'entends l'orage arriver. Ça va péter de partout, ça va péter d'un seul coup. Ça va, ça va. Vous croyez qu'en radio ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Et un bon escroc qu'il est, notre bon professeur Thibault vient de faire juste son entrée dans le studio alors que nous étions en train de ranger déjà les CD, les verres, les bouteilles, la charcutaille. Professeur Thibault, bonsoir. Bonsoir, petite fée de la FM. Comment allez-vous? Ça va très bien, et puis je vous vois, ça va encore mieux. J'espère que vous n'êtes pas trop essoufflé parce que je suppose que vous avez couru d'art depuis le métro. Oui, et j'ai plus l'âge. Et ouais, je sais, on en est tous là. Non, j'ai jamais aimé courir. On en est tous là, professeur Thibault. On n'a plus l'âge. Bon allez, de quoi que l'on cause ce soir? Alors, comme d'habitude, je suis toujours à l'arrache. Je vous mais fais punaise, vous venez en métro, vous pourriez y penser pendant le voyage. Mais oui, mais dans le métro, en fait, je regarde les gens. Ah ouais, c'est pas sur mon portable. C'est vrai que ça sert aussi à ça. Ça s'est perdu d'ailleurs comme tradition. Ouais, de regarder les gens. Ouais. On se regarde plus en fait. Et quand quand même cette société. C'est fou quand même. Hein. Ouais. Oh là là, du chômage, de la guerre, des maladies. Oh et on se regarde même plus. Et on se regarde même plus. Oh là 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 là. Mais c'est affreux. Bloqué qu'on est devant nos écrans de téléphone. Allez, si on continue, on va presque en arriver à dire que c'était mieux avant. Et c'est pas vrai, on le répétera jamais assez dans cette émission. Si, c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant. Si, regardez, je vais vous parler des films d'avant, ils étaient mieux. Donc forcément, c'était mieux avant. Ouais. Je vous fais un panier de la ménagère, comme j'ai trop rien préparé. Oui, allez-y. Allez, un petit panier. Ça fait longtemps que j'ai pas fait mon panier de la ménagère. Ouais. Alors, on va commencer. Je vais commencer par un film de guerre. Ah, mais tiens, c'est d'actualité. En plus, ça va vous remonter le moral. Ah voilà, ouais, super. Parce que c'est le méchant qui gagne. Non, absolument pas. Vous savez que dans les guerres, il y a personne qui gagne en fait. Hein. Voilà. Le pont. Ça vous dit quelque chose? Die Brücke. Ah oui. Die Brücke. Ouais. Film allemand.
Oh non, je m'en serais douté. Et voilà, de 1959, un film de Bernard Vicky. Alors, je connais très mal sa carrière. C'est un Suisse-Autrichien qui a fait une quinzaine de films comme ça, mais surtout, il a réalisé ce machin qui s'appelle Le Pont, qui est absolument extraordinaire, qui est un des meilleurs films de guerre jamais réalisés. Alors, pour pitcher, en fait, le truc très vite, c'est un petit village en Allemagne et on suit une poignée d'adolescents qui bien sûr vont se faire enrôler dans la Wehrmacht et ça se passe à la fin de la guerre, je précise. Donc c'est un petit peu la retraite. Et la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, c'est la Deuxième Guerre mondiale bien évidemment et on va leur dire à un moment donné, en fait on veut leur donner une mission un peu sans danger, vous voyez, un truc un peu facile à faire et tout. On va leur dire, vous allez garder le pont du village. Voilà, tant qu'à faire, voilà les gars, alors ils sont 4-5, ils ont 15-16 ans, etc. Donc ils sortent à peine de l'adolescence. Ou de l'enfance même. Et de l'enfance, et ils vont garder ce pont. Alors ça c'est un film formidable qui est en 3 actes, puisque le film donc décrit un petit peu la vie de ces adolescents et la peur des parents et la peur des professeurs et même la peur des soldats de voir ces jeunes gens en fait qui vont intégrer l'armée. Tout le monde est rassuré quand on leur apprend qu'ils vont garder ce pont, mais bien sûr, évidemment, ça va pas bien se passer du tout. Et donc, ils vont passer de l'adolescence en fait à la barbarie. Voilà, c'est un film qui est excessivement dur. Moi, que j'avais pas revu depuis une bonne vingtaine d'années. C'est un film qui a eu un succès phénoménal à l'époque. Non, enfin en France, en Europe, un petit peu partout, ça a marché. Surtout parce que c'est absolument pas du tout manichéen. Je vous rappelle que c'était une époque où en fait on faisait des films de guerre. En gros, l'allemand était très méchant. Il avait un accent relativement ridicule et marqué, et très marqué. Et ça s'arrêtait là. En gros, ça s'arrêtait là. Voilà. Là, c'est absolument pas du tout manichéen. C'est un petit peu les mécanismes d'endoctrinement qui sont mis à jour. C'est aussi plus complexe que ça puisqu'en fait ces enfants vont défendre le pont. Donc en fait ils vont tirer sur des gens et tuer les soldats, et ils vont tuer les soldats américains. Vous allez me dire c'est presque normal, mais aussi ils vont tuer les soldats allemands parce que c'est leur pont et c'est leur village. Et c'est là où le film devient véritablement intéressant, c'est-à-dire cette espèce d'engrenage violent qui va venir un peu secouer ces adolescents. C'est complètement déprimant, hein. Ouais, quand même. Oui, quand même. Mais c'est un des plus grands films de guerre, jamais réalisé. Et alors Bernard Vicky, vous le connaissez aussi pour un truc parce que il avait été appelé par Hollywood pour réaliser en fait les séquences du jour le plus long où on allait voir les soldats allemands. Puisque le producteur du film, Daryl F. Zanuck, avait été très impressionné donc justement de la description de cette espèce de finesse en fait qu'il y avait chez Vicky à décrire le milieu militaire, sachant qu'il avait fait la guerre aussi, comme quoi la guerre ça aide, hein, quelquefois. Voilà, donc il faut le dire. Quand on s'en sort. Voilà. Bon, ça c'est fini, ça existe en Blu-ray, c'est super, hein, faut l'acheter. Voilà, ça coûte pas très cher, hein, c'est 9-10 €, etc. Du pli superbe et tout, acteur au top et mise en scène absolument extraordinaire. Dans Le pont, voilà, et je vais vous remonter le moral avec Cannibal Man. Ah oui. Alors Cannibal Man. Le film de Cannibal, enfin. Alors non, il y avait justement. Alors non, il est sorti sous ce titre-là un petit peu partout, qui est un film donc lui espagnol, réalisé en 73. Donc époque franquiste. La grande époque du franquisme. Donc c'est super, ça nous remonte le moral aussi. On est vachement contents. Ouais, tout à fait. On a parlé de Seconde Guerre mondiale. Là on va parler de fascisme. Là on va parler un petit peu de franquisme et de fascisme, alors c'est super. Alors pourquoi c'est vachement bien ce Cannibal Man? En fait, le titre c'est La semaine d'un assassin. Et c'est un réalisateur donc espagnol qui s'appelle Eloy de la Iglesia et qui a beaucoup tourné et Cannibal Man, comme vous l'avez dit, film de cannibale, mais non en fait pas tout à fait, parce que là on sort vraiment du cinéma de genre, et là aussi on rentre dans un autre engrenage qui est l'engrenage de la violence, hein, tout simplement. C'est-à-dire que là ça se passe entre 4 barres d'immeubles comme les Espagnols savaient en
bâtir dans les années 50 dans les années 60 et 70. Donc c'est des cités en fait où il se passe rien, etc. Et là c'est un pauvre gars en fait qui est mais qui est tout seul. C'est un petit peu un loser. C'est un film qui est très gris, où le ciel est très bas. C'est pas du tout un film solaire comme on a pu en faire en Espagne justement à cette époque-là. C'est pas la Costa del Sol. Voilà, là c'est pas la Costa del Sol du tout. Et c'est ça va comment dire, le film va démarrer en fait avec une altercation avec un chauffeur de taxi. Et le chauffeur de taxi est toxi par ce personnage qui travaille dans un abattoir. Voilà. Donc il a l'habitude. Donc il a l'habitude un petit peu comme ça d'oxyre. Hein. Il faut le dire, c'est un métier aussi. Hein. Donc il oxy, mais là du coup il passe au chauffeur de taxi et malheureusement il y a un témoin. Donc il faut que le témoin disparaisse, mais du coup il y a un autre témoin qui a vu le témoin qui a disparu. Donc il faut le faire disparaître, etc. Et donc ce gars en fait tombe dans un engrenage et que surtout il ne veut pas il ne veut pas faire de vagues. C'est-à-dire qu'il veut rester tranquille chez lui. En fait, et donc du coup, en fait, il a trouvé la solution. Quand il oxy quelqu'un, en fait, il emmène le cadavre chez lui. Alors ça c'est formidable. Alors il se fait un petit intérieur comme ça, avec des tas de cadavres comme ça qui sont en train de pourrir, etc. Oui, parce que le congélateur était moins courant que maintenant. Voilà. Et alors ça, je raconte ça d'une manière un peu à la légère, mais voilà, c'est un formidable film social qui a été pris pour un film d'horreur parce que là on n'est plus du tout dans le cinéma de genre. C'est un film social sur l'époque qui parle de cette Espagne un petit peu Carmonde, un petit peu où personne veut faire de vagues parce que tout le monde a un petit peu peur de ce qui pourrait se passer. Ouais, un peu beaucoup même. De quoi, pardon ? Un peu beaucoup même. Oui, un peu beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Donc tourné en Espagne ? Oui, c'est tourné en Espagne. Et sorti en Espagne ? Oui. Comment elle a été reçue à l'époque ? Il y avait un truc qui était très bizarre en Espagne, donc sous le régime Franco, c'est-à-dire que du moment que vous ne mentionnez pas que ça se passait en Espagne très très précisément, du moment que du moment qu'il n'y avait pas d'allusion politique forte, c'est-à-dire que les films passaient. En fait, il y avait une censure qui était bien sûr très forte. Vous ne pouviez pas dire Franco dégage, par exemple. Ça, c'était pas possible. On pouvait le dire, mais on finissait en tôle. Mais par contre, en fait, vous pouviez faire des films sociaux, en fait, en décrivant un petit peu le quotidien un peu morne des gens. Et si vous allez croquer un petit peu sur le film d'horreur, enfin sur le film de genre, alors là, tout passait. Voilà. Moi, j'ai un film absolument extraordinaire dont il faudrait que je parle d'ailleurs. Une espèce de truc complètement incroyable avec un tueur gay, vous imaginez, enfin en Espagne dans les années 70, etc. Alors le film est passé tout simplement parce qu'il y a un panneau en fait où il y a marqué Montpellier. Oui, d'accord. Voilà. Sauf que le film se passe à Barcelone. Voilà, mais ça, ils s'en foutaient. Voilà. Donc, du moment qu'il y avait un panneau, un sigle quelque part qui montrait que ça pouvait se passer ailleurs qu'en Espagne, en fait, on pouvait, effectivement, c'était pas très facile, hein. Fallait contourner, c'est compliqué pour un cinéaste de travailler dans ces conditions-là, mais c'était possible de donner des objets très, très, très bizarres comme ce Cannibal Man, alors qui est sorti chez Artus Film. Alors là, c'est un Blu-ray, avec plein de suppléments. Il y a même Gaspard Noé qui intervient. Alors vous savez que quand il y a Gaspard Noé, ça fait de suite c'est très sérieux. Alors là, quand même, là c'est la classe intégrale. Là, c'est la classe à Dallas, comme on dit. C'est la classe. Donc voilà. Alors ça, je conseille très 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 fortement, et j'espère qu'ils sortiront d'autres films de Eloy de la Iglesia. Voilà. Très bien. Et allez, le dernier. Le dernier, en fait, je l'ai pas déballé, mais je peux quand même vous en parler parce que c'est un truc que j'ai vu il y a très longtemps. Alors ça, c'est Kaltiki, le monstre immortel. Alors là, tout est dans le titre. Donc c'est un monstre qui est immortel, et qui est tout dégueulasse, qui est tout baveux, etc. Alors c'est réalisé par Ricardo Freda. Alors Ricardo Freda, vous connaissez Ricardo Freda, il a fait énormément de films, que ce soit des péplums, des films d'horreur. Je sais pas s'il a touché à la comédie musicale, mais ça ne m'étonnerait pas. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui a fait de tout, des mélodrames, etc. Et là, qui a fait un film de science-fiction. Ça doit dater des années 60. Voilà, c'est un
très 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 beau noir et blanc. Le cinéma italien de cette période-là jusqu'aux années 70 est complètement génial en fait, parce que il y a un truc qui s'est complètement perdu aujourd'hui, qu'on appelle la transversalité. C'est-à-dire que il y avait des gens qui pouvaient travailler pour Comencini et qui étaient scénaristes par exemple pour Comencini, et qui pouvaient être scénaristes pour Riccardo Freda. Un directeur de la photo pouvait faire la photo d'un film de Pasolini et aller après travailler sur Caltiki, le monstre immortel. Là, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, ça donnait une espèce de vivacité à l'intérieur de l'industrie. Et puis, surtout, ça donnait des films qui étaient, rigoureux, très, très achevés techniquement. Donc voilà, alors malgré le tout petit budget de Caltiki, vous voulez que je vous lise le résumé de Caltiki ? Allez. Oh, moi, j'aime bien les résumés. Lors d'une expédition dans un ancien temple maya, attention, mystérieux, des archéologues découvrent la statue millénaire de Caltiki. Attention, c'est pas fini. La déesse de la mort. Caltiki, c'est la déesse de la mort. Un monstre surgit et s'en prend à un membre de l'équipe. Forcément, en lui greffant une substance gélatineuse. Aïe. Alors ça, c'est du bleu. Alors quand c'est écrit comme ça, on a du mal à imaginer, mais on greffe une substance gélatineuse. Déjà, je ne peux qu'aimer. Au même moment, la comète Arsinoé passe près de la Terre. Alors, bon. Pas de peau. Bon, c'est ce que j'allais dire. Augmentant la radioactivité. Forcément, les comètes, quand elles passent près de la Terre, elles augmentent la radioactivité. Tout le monde le sait, ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est la masse informe grossit progressivement et elle ravage tout sur son passage. C'est terrible. Est-ce qu'on va s'en sortir ? Est-ce qu'on va s'en sortir ? On va aller voir la fin du film. Exactement. Voilà. Ceci dit, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Dionnet l'avait passé à son cinéma de quartier et c'est là où je l'avais découvert. Et je termine viteuf. Je vais terminer par un festival. Je vais faire un peu de pub. J'allais dire c'est des copains. Non, c'est pas des copains, mais c'est des gens que je connais. Voilà. C'est le Grindhouse Paradise, qui est un festival qui a lieu à l'American Cosmograph. C'est la 3e édition. C'est sur un gros week-end à partir du 14 avril, je crois. C'est 14, 15, 16, 17. Enfin, voilà, vous vous renseignez. C'est pas mal du tout. Alors là, par contre, c'est du cinéma de genre, mais du cinéma de genre actuel. En général, c'est un festival qui est intéressant parce qu'en général, c'est des premiers films qui sont jamais faciles de mener à terme et de diffuser dans un festival. Donc là, c'est un peu une fiesta où on aura de tout. Et surtout, il y aura quand même Butt Boy, dont j'avais parlé il y a quelques mois dans cette émission. Alors là, qui est un film complètement incroyable. Si vous pouvez voir ça sur grand écran, là, il faut y aller. Qui est l'histoire d'un kidam. C'est un film américain assez récent qui doit dater de 2019-2020. Donc c'est l'histoire d'un kidam qui est chez lui et qui découvre qu'il peut faire disparaître des choses dans son anus. Alors ça commence par la télécommande. Ensuite, il y a le téléphone portable. Ensuite, il y a l'animal de compagnie. Et ensuite, il va faire disparaître des gens dans son anus. Voilà. Et alors, il y a vous êtes un grand malade, les 20 professeur dernières Thibault. minutes sont Vous absolument êtes un grand incroyables malade. puisque le flic, donc, qui enquête sur ces fameuses disparitions de téléphones portables, d'animaux domestiques et de télécommandes, eh bien, il va aussi disparaître et il va enquêter donc dans un endroit un petit peu caverneux comme ça. Donc voilà. Alors ça, c'est génial. Ça, il faut le voir pour le croire. Le problème avec les films dont vous parlez, professeur Thibault, c'est qu'ils sont plus rigolos à écouter qu'à voir. Mais bon, on ira quand même. En plus, c'est vraiment un film qui est nickel. On a l'impression de voir un film indépendant américain. C'est ça qui est génial. C'est voilà, toute l'esthétique est là et tout, sauf que oui, il y a des choses qui disparaissent dans l'anus de ce kidam. Voilà. Et ça passera donc au Grindhouse Paradise que je recommande fortement. Et ne ratez pas le guet-apens de l'anus. Merci beaucoup. C'était bien.
bien, compagnie à la ménagère. C'était parfait. Et je rappellerai simplement que vous continuez à nous parler de cinéma lundi à 17h30 sur ces zones campusiennes dans votre émission Perforation. Ouais, mais là, c'est du sérieux. Là, c'est la Cinémathèque de Toulouse. Là, je vous le dis, terminado, la rigolade. Et heureusement qu'il reste cette émission pour pouvoir vous lâcher un peu. Allez, c'est là-dessus que Caramel Mousse achève pour aujourd'hui. Dans un instant, vous allez retrouver notre ami John Little, Petit Jean pour les intimes, avec son Incredible Little by Little Show. Et ce soir, ça risque de swinger sévère. Et puis, vous retrouvez Paul Benaïm qui a réalisé cette émission aujourd'hui, le mardi à 21h, dans son émission pointue et plutôt éclectique qui s'appelle La Brèche. Et Paul, de quoi on cause mardi prochain dans La Brèche ? Alors, mardi prochain, c'est la première émission sur 2 de Marrakech Express. On va faire le tour de la Méditerranée, d'abord d'Espagne jusqu'en Turquie et après pour une prochaine Turquie jusqu'à Marrakech. Ah ben, vous préparez vos vacances estivales, c'est ça ? Ah ben, très bien. Par ce temps de neige. Formidable. Et puis voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on parlera de l'histoire de l'espace Job avec quelques protagonistes de cette histoire. Salut les filles, à la semaine prochaine. Caramel.